Salut et bienvenue dans mon grenier. Ah non, je pense qu'il y a un copyright là-dessus. On recommence. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors comme promis, petite vidéo rapide sur la préparation qui est en cours. J'avais fait un petit podcast, première fois que je faisais ce format-là. Certains se sont plaints de la musique de fond, c'est vrai. Sur mon logiciel, ça faisait pas ça du tout, quoi, en fait. Mais bon, tant pis, erreur de débutant, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, là, en direct live de mon grenier, où voilà, on va parler un petit peu de mes préparations, ça avance, c'est pas encore génial, mais voilà, pour l'instant je suis en phase stock d'équipements en tout genre, donc j'ai à chaque fois récupéré des trucs gratos, du câblage, de la connectique, des équipements, des outils. Faut savoir que dans ma préparation, ça fait longtemps que je m'y mets. Donc dès que je voyais une promo sur des outils, eh bien hop, j'achetais. Dès que je voyais des promos sur les clous, même si j'en avais pas besoin, hop, je stockais. Maintenant, j'ai plus besoin de grand chose, et maintenant que la vie va devenir assez coûteuse, bah c'est parfait parce que à l'époque, j'avais tout déjà un petit peu pressenti ces problèmes. Donc j'ai quand même pas mal d'accessoires. Vous voyez, matos de camping, je pense que j'ai tout ce qu'il faut. Bah, tout n'est pas stocké ici. J'ai des outils en tout genre, des liens, des attaches, du duct tape, j'ai des caisses complètes. De quoi réparer, de quoi connecter, de quoi brancher, de quoi purifier de l'eau, on verra ça ensuite, de quoi pêcher. Je vois une canne à pêche derrière avec un nécessaire qui est là-bas au bout. C'est un peu le foutoir. J'ai aussi des produits en tout genre dans ce genre de boîte, bien hermétique. Donc des bougies, par exemple, des bougies, j'en ai la blinde. J'ai des piles aussi bien stockées à l'abri de l'humidité. J'ai également pas mal de produits ménagers aussi en second stock dans ce genre de caisse. Donc ça, c'est plutôt parfait. Bon, on m'envoie voilà, un peu de matos de camping, gros sac de camping, des tentes, des bâches, encore un sac, tiens, en backup, des cantines en fer avec, voilà, avec de quoi réparer, avec du stockage. Je suis issu d'une famille où on ne jetait rien, donc c'est pas non plus le syndrome de Diogène, hein, parce que je vois certains survivalistes qui conservent des boîtes en carton pour pouvoir allumer le feu, qui conservent des canettes vides pour pouvoir faire des tessons de bouteilles pour protéger leurs murs d'enceinte. Enfin, non, mais voilà, dans l'équipement en tout genre. Donc dans ma préparation, j'ai aussi intégré, alors je les ai pas ici, mais j'ai stocké bien propre des rideaux thermiques avec des tendeurs et des câbles en acier. Si vraiment l'hiver est rude et s'il manque d'électricité ou de pellet, je vais délimiter une zone dans mon salon autour du feu à pellet pour pouvoir justement concentrer la chaleur en un point. Ça sera vraiment l'urgence, quoi, en fait. J'ai vu que là, avec la crise qui s'annonçait, que les Français s'équipaient de matériel d'urgence, notamment des bougies et groupes électrogènes. Bon, moi, je suis en mode bougie et pile. Groupe électrogène, non. Même si, pour l'instant, je suis un peu dans la panade en termes d'électricité, parce que je fonctionne au tout électrique et avec un feu appelé en plus. Donc là, mauvaise pioche. Comme j'avais dit un peu dans le podcast, j'ai pas beaucoup de moyens de repli. Je vais essayer de trouver une sorte de powerbank pas très cher, mais qui permet de prendre un relais sur le feu à pellet. Les pellets, bon, j'ai des stocks pas trop conséquents au vu du prix, mais on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, j'ai un feu à pétrole. En plus, en backup, j'ai aussi des bras zéro à gaz, au cas où, si jamais ça pose problème. Mais je mets pas de groupe électrogène dans ma préparation. Trop coûteux déjà à l'acquisition, hein, 400-500 balles pour un groupe électrogène de 2 kg, merci. Hein. Et puis après, trop gourmand
en essence, ça nécessite un stockage d'essence alors que c'est hors de prix. Ça fait un boucan d'enfer, ça doit être mis dehors. Maintenant, laissez tomber là, pour moi le groupe électrogène c'est niet. Et après équipement solaire, pourquoi pas par la suite, mais là j'ai pas les moyens. Ça sera vraiment la suite de la préparation. Pour cette préparation, je me suis appuyé sur les piliers du survivalisme, comme on dit. Moi, j'en dénombre 9. J'ai fait un petit article sur le blog, vous pourrez voir en description de la vidéo. Donc le premier pilier, la maison, préparation de la maison. Le second pilier, c'est l'eau. Le troisième, donc l'eau potable, avoir l'accès à l'eau pour l'eau potable, pour l'hygiène, pour la cuisson, etc. Troisième pilier, la nourriture, les stocks de nourriture. Je pourrais ajouter aussi quelques stocks d'équipement. Quatrième pilier, les soins, les premiers secours. Cinquième pilier, l'hygiène corporelle, l'hygiène de la maison. Sixième pilier, la sécurité personnelle et familiale, donc sécurité du domicile, sécurité personnelle, autodéfense, etc. C'est pas ce qu'on va parler vraiment ici, ni même sur la chaîne, c'est un sujet tellement délicat, très stigmatisé, donc voilà, ça c'est vraiment un aspect où je vais pas m'éterniser dessus, forcément, comme tout le monde, je m'y prépare, et voilà, vous voyez par exemple, rien que pour sécuriser la maison, le b.a.-ba, quoi, 10 000 cartouches, autant de cartouches qu'il y a d'habitants dans sa ville, des mines antipersonnelles autour de la maison, enfin non je déconne, c'est bon. Alors, autre pilier, septième pilier, résilience économique. Alors ça fait partie intégrante de ma préparation. Résilience économique, j'ai un métier, je suis en CDI dans un métier, on va dire, quelque part du tourisme. Comme je le disais, je conduis des bateaux et je fais aussi d'autres trucs, et j'ai d'autres activités sur le côté. C'est à dire que s'il y a une activité qui saute, et ça a été le cas par exemple avec le Covid, parce que j'ai été mis en chômage partiel, eh bien j'avais d'autres activités. Je rédige pour des magazines, alors je suis pigiste, et je suis également prof. Voilà, je me suis trouvé une matière pour laquelle j'étais diplômé, et avec une compétence qui est plutôt rare sur le marché, donc on fait appel à moi en termes de prof. Ça c'est principalement l'hiver, ça permet de mettre du beurre dans les épinards. Et puis quatrième activité, c'est site et blog. J'ai plusieurs portails web où voilà, je mets de la pub dessus, et ça me rapporte, alors c'est pas énorme, hein, c'est 100-150 euros par mois, mais bon, c'est déjà ça, c'est beaucoup de boulot. Je passe beaucoup de temps à travailler en fin de compte, mais c'est des activités qui me plaisent, pour lesquelles je suis passionné, donc je me rends pas compte que je travaille, et ça me permet, voilà, d'avoir mes œufs qui sont dans plusieurs paniers différents. S'il y a un panier qui tombe, les œufs cassent, mais il reste encore 3 paniers. Donc résilience économique pour le septième pilier, pardon. Huitième pilier, la mobilité. Donc la mobilité, j'ai canoë, j'ai le bateau en cas de voilà, j'ai un bateau à moteur, bon, s'il n'y a plus d'essence, c'est le canoë. J'ai vélo, remorque, comme on va pouvoir voir. La mobilité, ça comprend aussi les sacs d'évacuation. Bon, je ferai peut-être un petit tour, mais tous ces équipements font partie intégrante aussi de l'univers de l'évacuation, avec plusieurs scénarios possibles. Et puis l'autre pilier, eh bien, c'est les compétences, c'est la formation continue, c'est les livres. Donc je lis beaucoup, je me prépare beaucoup, je fais alors pas des formations de survie, je fais pas de stage de survie, je fais pas tout ça. J'apprends pas à me nourrir dans la forêt forcément, mais j'apprends plus à voilà, sur la survie au quotidien, sur la débrouille. Et à chaque fois que j'apprends un truc, de toute façon, ça se termine en article de blog. La préparation, bon, il faut excuser, c'est un peu le bazar, mais c'est les livres en tout genre dans mon grenier. Alors j'ai une grosse bibliothèque dans mon bureau, en bas, dans les toilettes, il y a des livres partout. Mais moi voilà, j'ai des livres en tout genre aussi dans le grenier, notamment des livres sur la préparation, sur la pêche, sur la chasse, sur la cuisine, sur le bricolage, l'électricité, toutes les compétences qui pourraient voilà, être amenées à être utilisées si on devait être amené à se débrouiller seul. Chose qui m'a déjà été bien utile pendant le confinement, quand pendant 55 jours on pouvait avoir,
peut-être pas 55 jours, mais les premières semaines, on pouvait faire appel à aucun service, eh bien, il a fallu forcément mobiliser certaines connaissances et apprendre par soi-même. Donc voilà, quelques livres. Un coup, je ferai peut-être un article complet sur les livres de ma bibliothèque, entre guillemets, survivaliste. Du matériel de cuisine en tout genre, parce que quand j'étais, bon, il fut un temps j'étais célibataire, donc j'avais tous les accessoires possibles. Quand j'ai rencontré ce qui allait devenir ma conjointe et la mère de mon fils, eh bien elle avait également tout, donc on a fusionné tous nos équipements, ce qui fait qu'on a des accessoires en double, en triple. On est certain de ne pas avoir à acheter de casseroles, de fait-tout, d'équipements divers et variés pendant 20 ans, quoi. Ça, c'est clair et net. Je vais pas vous montrer tous mes slibards et mes habits, mais on a des stocks aussi d'habits, de chaussures, d'habits en tout genre, hiver, été, qui vont permettre, voilà, en cas de fermeture des magasins, bah, si j'ai besoin d'une paire de chaussures, j'en ai toujours de rechange, j'ai toujours des chaussures pour aller bricoler, des chaussures de sécurité, des bottes, etc. Donc j'ai vraiment une panoplie complète pour affronter tous les climats possibles. Dans ce type de dressing qui est à l'abri aussi de la poussière. Et tous ces habits, eh bien, je dirais 95% de ce stock a été acheté en friperie, à Emmaüs. C'est que de la seconde main. Et moi, ça me permet d'avoir certains habits à 3 balles, 3 euros, quoi. Parfois, je pars en soirée, j'ai des chemises Ralph Lauren. Les gens ils me disent, ça va, toi, avec ta chemise à 150 balles? Oui, oui. Ça va bien, mes finances vont bien. En fait, je l'ai eu à Emmaüs, 3 euros, quoi. Bon, c'est un truc incroyable. On ferait mieux parfois de se ruer vers la seconde main, d'économiser pour acheter des purificateurs d'eau, des power stations avec des panneaux solaires, etc., plutôt que tout miser sur des accessoires, sur des habits, sur quelque part un peu du futile. Alors pareil, hein, toujours dans l'optique de vivre bien, de vivre mieux, de vivre moins cher et d'anticiper l'avenir, eh bien parmi les stocks de vêtements, j'ai aussi des caisses. Bon, il y en a quelques-unes ici, des boîtes à chaussures, etc. Mais j'ai aussi des grosses caisses plastiques avec des vêtements enfants de toutes les tailles, jusqu'à pour l'instant l'âge de 10 ans. Donc notre fils a 2 ans. Mais là, on a des stocks pour les 8 années à venir, des fringues de marque. Il y a du Aigle, du Lafuma, mais aussi des marques un peu de luxe, hein, Ralph Lauren, Dolce Gabbana, etc. Toujours acheté en friperie. Toujours des chemises à 3 balles, des baskets, des chaussures de marche, etc. de grandes marques, nickel. On les trouve en friperie, on les trouve à Emmaüs, on les trouve en brocante, pour 3 fois rien. Parfois j'ai même eu des stocks de vêtements incroyables, hein, des sacs poubelles pleins. De vêtements nickel, parfois avec l'étiquette dessus, pour moins de 20 euros le stock. Donc bah nickel, hein, là on a de quoi le fringuer pendant des années et des années, et même aujourd'hui. Pas de problème. Quand il était bébé, on a récupéré plein d'affaires également de bébé, de layettes, de body, de turbulettes, de jouets, des caisses, à chaque fois, comment les gens veulent s'en séparer, ils ont la flemme de les vendre, et ils nous les donnent. Et bah nous, parfait, grosse économie, et puis gros stock en prévision. Alors, vous voyez, c'est ce genre de grosse caisse là, 80 cm par 50, 60 cm de haut. Là-dedans, il y a 80 kg de vêtements compressés. Et il y en a d'autres de caisses comme ça. C'est assez incroyable, mais on assure une belle vie vraiment pour les 8-10 années à venir. Il n'y a aucun souci pour lui, pour notre fils.
Et pour nous, c'est exactement la même chose. On a plein de stocks comme ça, de vêtements forcément pas achetés au hasard, hein. C'est des vêtements qui nous plaisent, des vêtements qui vont être utiles, de toute taille, de toute marque, de toute saison, du fonctionnel, des habits du dimanche, des vestes trois quarts, des costards, des chemises, des vestes pour aller dans le jardin, des parkas très chaudes, des vêtements d'été. Il y a de tout, de tout, de tout. Alors surtout aussi à ne pas oublier la pharmacie personnelle à blinder de médicaments. Toujours, on risque d'avoir des pénuries, comme je disais. Pour l'instant, c'est la moutarde. Pour l'instant, c'est des trucs qui n'ont pas vraiment d'utilité. Mais demain, si c'est les médicaments, là, ça change tout. Donc, il y a des médicaments qui sont plus ou moins utiles. Parfois du confort, mais tout de même, on a parlé par exemple de pénurie de paracétamol, comme je l'avais dit. Donc bon, ça peut sembler assez dangereux dans une période également hivernale où on a besoin de soigner un peu plus de rhume, de grippe qui peuvent un peu mal tourner, etc., etc. Donc pour soigner sa famille, ses enfants, etc., toujours blinder sa pharmacie familiale. Pour rappel, n'oublions pas également tout ce qui est accessoires, produits d'hygiène, savon, dentifrice, tout ce qui est vraiment essentiel, shampoing, notamment du shampoing sec par exemple, qui se stocke facilement, enfin toujours bien à l'abri de l'humidité. Voilà, toujours ces produits de première nécessité qui pourraient, si jamais on passe un hiver un peu tendu, je sais pas, hein, on pourrait cumuler par exemple confinement et puis crise énergétique. Donc là, ça peut être une évidence de stocker également un petit peu, pas énorme non plus, mais un petit peu d'accessoires et de produits spécifiques pour l'hygiène personnelle et également l'hygiène de la maison. Donc voilà, vous oubliez également les produits ménagers pour l'hygiène de la maison, pour l'hygiène voilà, des surfaces, du linge. On peut en faire soi-même, je vais en faire de plus en plus moi-même avec du vinaigre, avec du bicarbonate de soude, avec des cendres pour la lessive. Donc on peut se les faire soi-même. Je vais tenter l'affaire. Par contre, bon, dans l'attente, j'ai pas encore testé tout ça, donc j'ai un petit stock de produits, pas énorme non plus, mais largement de quoi tenir 6 mois, 1 an, hein, parce que bon, on n'est pas non plus sans cesse en train d'astiquer le sol, hein. Alors pour se préparer également, j'avais fait une vidéo sur les réserves alimentaires. Où on a pu constater que j'avais un gros placard, une grande étagère, un petit confiturier, un frigo, un congélateur, petit congélateur, mais bon, bien utile. Là j'ai rajouté un rayonnage, donc ça se situe dehors. J'ai mis des produits qui résistent à l'humidité, notamment des boîtes de conserve. Donc là on a un placard que j'ai récupéré gratos, bien profond, avec de quoi faire, avec des pots de nourriture pour bébé, avec des sauces tomates, avec des bocaux, avec de la moutarde. Attendez, j'en ai trouvé à Carrefour un truc de dingue quoi. Elle était pas si chère que ça, donc peut-être que c'est de la merde, mais au moins on en a. Voilà, il y a un peu de trucs là ici. Il y a des Kinder pour le petit, parce que bon, il faut bien avoir quelques petites surprises de temps en temps. J'ai acheté également une grosse armoire d'atelier. Il fait un peu noir ici, mais c'est pas grave. Une armoire d'atelier chez Leroy Merlin pour stocker. Alors là, j'ai des pâtes, j'ai des lentilles vertes, j'ai des nouilles asiatiques. Bon, ça, c'est un peu de la merde. Hein. C'est pas vraiment super pour se nourrir, mais bon, c'est plus un peu du plaisir ou du vite fait. Des boissons, là il faut que je recharge un peu, donc là on doit faire un plein, mais surtout aussi des petits légumes secs. Alors les légumes secs, j'en ai pris pour faire un complément à la viande, ça fait des fibres, ça fait également des protéines. Mais le problème de ça, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, c'est que c'est très long à cuire. Il y a certains légumes secs, c'est 1 heure de cuisson. Quand on est dans une crise énergétique et qu'on manque de gaz, c'est pas forcément ce qu'il faudrait prendre. Mais bon, comme vous voyez, j'ai de tout, parce que tout ça, ça s'ajoute à ma réserve alimentaire que je vous avais présentée début de l'année dernière ou fin... Non, c'était quoi? C'était fin 2021, ouais, il me semble. Voilà.
Alors la préparation passe également par le jardin. Le jardin, moi j'ai une petite cour ici, une petite cour qui était complètement vide il y a de ça 3-4 ans, où on a installé des carrés potagers. Donc ça suffit pas bien entendu à nous nourrir, mais ça nous permet d'avoir quelques aromates, quelques poireaux. On a mis des courgettes, on a mis des tomates, des radis, des fraises, etc. Donc le jardin avec la petite réserve de bois minuscule, hein, bien sûr, mais ça c'était pour les barbecues. Au moins on économise le charbon de bois. Et puis collecte de pluie également, d'eau de pluie avec un petit contenant de 250 litres. Bon, c'est pas énorme, mais ça permet déjà de subvenir aux besoins d'arrosage, par exemple. Voilà, donc petit carré potager. Bon là, il n'y a plus grand chose, hein. On arrive au mois de septembre. J'ai pas beaucoup de légumes hivernaux. Voilà, on a quelques carrés comme ça potagers, avec également le composteur. Mais ça, c'est qu'une partie. Et bien voilà, là on arrive dans une autre partie du jardin qui ne m'appartient pas, où on a les poules, ici sur place. On a les oies, donc celles se cachent, elles sont derrière en train de crier. Une vingtaine de poules, 7 oies, des canards. Alors cette partie de la maison, c'est pas à moi, c'est à mes parents, parce que je vis près de chez mes parents. Donc ça a plutôt ses avantages. Forcément ici, eh bien, il y a du jardin, il y a du potager ici de l'autre côté, il y a des fruits, des arbres fruitiers, il y a des espaces de stockage de bois, c'est la vie comme à la campagne. Et enfin, c'est la campagne même, hein. Donc c'est de mes parents que je tiens un peu cette logique, ce bon sens paysan comme on dirait. Je suis issu d'une génération, d'une lignée d'hommes de la terre, même si moi j'ai un peu quitté le truc. J'ai plus choisi une vie au départ un peu rangée dans les bureaux, même si je l'ai quitté maintenant. Donc on revient toujours un peu à ses racines. Et moi c'est plutôt une chance, ma maison se situe juste à côté d'eux et on est attaché à nos terres, à nos ancêtres, on bouge pas trop ici, on est dans une logique un peu clanique. Cette maison, enfin ce bâti avec ce jardin, c'est une histoire d'héritage qu'on a depuis nos arrière-grands-parents, qui l'ont transmis à nos arrière-grands-parents et ainsi de suite. Donc on a voilà cette logique de maintien du capital, si j'ose dire, logique de transmission. Alors on est tous reconnaissants envers nos ancêtres, tous reconnaissants envers nos parents successifs, mais cette reconnaissance doit se traduire envers les générations futures. Donc le but c'est que quand on entretient tout ça, quand on dispose de tout ça, et ben, c'est de ne pas le dilapider, c'est de le laisser à nos enfants, de laisser le capital intact et puis de leur transmettre les valeurs. Donc voilà, on a tous cette reconnaissance doit se transmettre par le biais des générations futures. Et c'est une mission qui peut parfois s'avérer difficile, mais c'est comme ça. Donc je sais que pour l'instant mon fils, après pourquoi pas mes enfants, je ne sais pas, pour l'instant j'ai qu'un fils, mais mon fils, ça sera voilà, ces valeurs-là que je lui transmettrai, et puis plus tard, eh bien forcément c'est terre. Donc la logique, c'est il y a beaucoup de générations comme ça qui dilapident à un moment donné l'héritage, qui vendent des maisons, qui vendent les terres. Nous, voilà, ça fait des générations et des générations qu'on reste là et qu'on est fortement attaché à tout ça. Voilà, donc c'est une mission en tant que telle, et ça nous permet, moi, de ne pas faire de jardinage trop, parce que j'ai pas trop le temps, j'ai plusieurs métiers comme je l'ai dit. C'est impossible, donc je bricole, je fais comme je peux, mais mes parents sont à la retraite, donc il n'y a pas de problème, eux c'est leur passion. Par la suite, s'ils ont plus assez d'énergie, hein, bien plus tard, le plus tard possible, eh bien forcément j'aurai pour mission aussi d'entretenir un peu tout ça. Mais pour l'instant ils sont à fond sur les stocks de bois, sur les fruitiers, on a de tout, on a des pommes, des prunes, des mirabelles, des bigarreaux, des poires, on a de tout
tout style de légumes. Il doit y avoir 40 légumes qui sont faits ici hein, cultivés. Donc c'est plutôt cool. En termes d'autonomie, on a tout ici. Alors on a les œufs, bien entendu, on a les poules qui servent à faire la chasse aux bestioles, qui servent à entretenir le terrain, qui servent de poubelle de table, mais pas pour la viande. Ça, c'est pas un truc qu'on fait. On faisait dans le temps, hein. J'ai vécu un peu comme à la ferme où on faisait les lapins, on faisait la viande de poule. Là maintenant, on a changé de braquet depuis une vingtaine d'années. Les poules meurent de vieillesse ici. On est dans un sanctuaire et c'est pas plus mal. On a du mal en fait, hein. On est tellement en compagnie d'eux que c'est devenu une limite impossible. Voilà. Ici une partie du potager. Toujours les poules qui crient. Donc voilà, comme vous voyez ici, du coup on est dans une logique plutôt de BAD. De base autonome durable comme on appelle en survivalisme. Nous c'est plus voilà la maison autonome, mais la maison autonome avec voilà, c'est pas que moi avec mon petit noyau familial, c'est aussi on intègre aussi les générations suivantes et précédentes dans une logique voilà de soutien. On n'est pas dans de la survie où on pense, voilà, stage de survie. J'ai déjà entendu certains youtubeurs qui me disaient que si on ne sait pas se nourrir dans la forêt, si on ne sait pas chasser avec un collet ou se nourrir de plantes sauvages, si on ne sait pas faire de la topographie, eh bien on n'est pas un survivaliste. Non, la survie c'est au quotidien. Les crises sont elles sont pas soudaines, elles s'installent progressivement. Et voilà, la survie ça se fait comme ça se fait en préparant sa famille, ça se fait en basant, en organisant sa vie autour de l'autonomie. Je suis encore loin d'être parfait, je suis encore loin d'être prêt. On n'est jamais prêt de toute façon, hein. Ça c'est un point de vue, en cas de problème, en cas de sinistre, en cas de crise, on n'est jamais assez prêt. Mais voilà, on est loin du stage de survie, on est loin de la survie en forêt, on est loin des petits fantasmes comme ça. J'en vois voilà, vraiment plein qui pensent ainsi. Et je dirais même que voilà, s'il arrivait une crise, si tous les survivalistes se mettaient à aller en forêt, tous les chasseurs allaient en forêt, je vous raconte pas la pagaille, hein. Déjà il faut avoir appris à chasser pour savoir qu'on peut revenir bredouille, brocouille comme on dit dans le pays du bouchonnois. Et voilà, ça se fait pas comme ça, hein. Alors même quand on a son permis de chasse, même si on est un chasseur très expérimenté, on peut revenir bredouille. Alors je vous raconte pas si des milliers de personnes se mettent à vadrouiller en forêt à la recherche de nourriture. Je pense que ça va pas aller. Franchement, à nos forêts françaises, on a des belles forêts, mais on pourrait pas accueillir 60 millions de personnes qui campent, qui font leurs petits trucs. Donc voilà, la survie se prépare tout doucement à la maison, tout doucement avec ses proches. Donc là c'est beaucoup plus simple forcément à la campagne. Ça c'est un conseil que beaucoup de monde donne, c'est d'aller à la campagne pour avoir une vie plus autonome, ça c'est clair et net. Après la campagne a ses désavantages, hein, forcément. On est plus loin de tout, il y a beaucoup de travail. Même si on n'est pas à la campagne même, eh bien, il y a toujours moyen de s'organiser. C'est beaucoup plus difficile certes, hein, quand on est en appartement avec un chauffage collectif, avec 12 mètres carrés. Mais bon, il y a peut-être des plans B, il y a peut-être des relations, il y a peut-être des choses à se faire et déjà des choses à faire dans l'appart même. C'est beaucoup plus difficile, mais on peut déjà adopter des bons gestes, des stocks, des choses en prévision, des plans B, des plans C. Mais voilà. Là on a les fameuses rivières qui mènent partout. Hop. Le canoë en hivernage déjà. Bon, je vais peut-être le ressortir un petit peu en octobre, mais la saison va être de plus en plus, les saisons vont être de plus en plus froides quand même.
le bateau qui est garé, toujours prêt à partir, qui a été retapé. Je vais refaire peut-être une vidéo dessus, hein, mais bon, il a déjà traversé l'été et il a été pas mal utilisé. Il y a encore un travail de peinture à faire, j'ai fait quelques petites erreurs dessus, mais je vais retoucher ça au printemps prochain. Stock de fumier de mes parents. Je sais pas combien de mètres cubes. Alors désolé, c'est les travaux à côté de chez moi, impossible de faire quoi que ce soit, ça hurle, il y a des machines partout, 7 jours, enfin 7 heures par jour. Donc petit stock également de pelés, parce que j'ai, comme je disais, j'ai un poêle à peler, donc ça c'est vraiment pas top. J'ai réussi à obtenir avant une pénurie et une montée des prix 40 sacs, j'en ai d'autres qui vont arriver. Mais voilà, j'en ai commandé 70 sacs, ça va être suffisant. D'habitude je fais 80 sacs par hiver, donc je suis assez économe. Mais là, bon, bah, on va serrer un peu plus la ceinture parce que bah, ça commence à coûter cher. Mais on a un petit stock quand même. Il était à 3,95 € quand je l'avais quand j'avais acheté mon feu à peler en 2014, grosse erreur. Et là maintenant, eh bien, il est passé à 9,50 €, donc quand même. En plus de ça, eh bien, petit chauffage d'appoint au pétrole. En cas de coupure d'électricité, j'ai un petit feu à pétrole, un petit poêle à pétrole et un peu de combustible. Bon, c'est un peu dégueulasse. J'ai plusieurs bouteilles comme ça, là j'en ai que 2 ici, mais j'en ai plusieurs stockées qui me permettent de tenir plus de 200 heures de chauffe au cas où. C'est vraiment s'il fallait être sur de l'appoint avec des coupures comme annoncé d'électricité, bah, le feu à peler tourne à l'électricité, donc forcément il faudra avoir des chauffages d'appoint. Autre chose, je profite, le chantier a l'air de se taire un peu, eh bien des bouteilles de gaz aussi, pour chauffer la maison avec un brûleur par exemple, au cas où, en backup, et pour alimenter ma gazinière qui tourne avec des bouteilles, donc c'est pas au gaz de ville. J'en ai 2 ici, j'en ai une rajoutée déjà à ma gazinière, ça me fait, quand je calcule un petit peu la consommation annuelle, on est quasiment sur 1 an et 2 mois de stock, donc là je suis plutôt pas mal. Alors certains stockent du carburant à juste titre. Nous ici dans la famille on a une bagnole forcément que ma conjointe conduit, que moi je ne conduis pas pour des raisons de santé. Donc je suis forcé de me déplacer à vélo. Et bon, on a la chance d'avoir un travail qui se situe à 2 km chacun du domicile. Donc on peut se permettre de se passer de bagnole. Et moi, pour mon cas personnel, eh ben, c'est toujours le vélo, le vélo, le vélo. Donc je ne stocke pas de carburant, à part pour le bateau, un tout petit peu de carburant. Mais sinon c'est le vélo qui sert à tout. Donc voilà, un vélo que j'ai eu à mon bac, ça devait être en 2005, il me sert toujours, je le rafistole toujours, je mets toujours des bonnes pièces dessus. Donc là on est bon, il a été bien amorti on va dire, et il va continuer à faire des bonnes années. Un Decathlon Rock Rider 5.3 pour ceux qui connaissent. Et ce vélo eh bien, est équipé d'une remorque, donc ça c'est pareil pour amener le petit à la crèche. J'ai beaucoup de routes à faire quand même, donc mon travail c'est 2 km de chez moi, mais la crèche elle se situe à 5 km. Parfois je dois aller au boulot, rechercher le petit après la journée, donc il est pas rare de faire 25 km par jour. Donc c'est pas c'est pas un plan B que j'ai là, c'est la vie de tous les jours. La vie de tous les jours se fait en vélo, donc c'est testé et approuvé, je vais pas m'essouffler pour autant. Le seul problème c'est que si je me pète une jambe, donc là pas de plan B. Mais sinon voilà, ça fait partie aussi de la préparation physique, on n'en parle pas assez, j'en ai pas trop parlé parmi les piliers du survivalisme, mais la préparation physique elle est également indispensable. Parce que bon,
pour évacuer, pour être en forme au quotidien, pour, je sais pas, hein, s'il fallait chercher de l'eau assez loin, s'il faut couper son bois, etc., etc., on a intérêt à avoir une condition physique assez bonne. Donc là, alors en moyenne, je fais 6 km par jour en vélo, et quand j'ai le petit et quand je l'amène à la crèche, donc à peu près 3 fois par semaine, c'est 25 km par jour. Là, ça participe aisément à cette préparation. En parlant de vélo, en cas de pénurie de pièces, en cas de casse, eh bien j'ai 2 vélos de rechange, rien que ça. C'est des vélos que j'ai eu complètement en occasion, ça devait être 20 € le vélo, 40 € racheté à quelqu'un qui déménageait et qui en avait vraiment plus l'utilité. Donc nickel, un petit Décathlon suspendu, un autre petit vélo, ça doit être un Décat aussi, sans prétention, mais qui permettront de faire le boulot et qui sont adaptés aux remorques. Du backup aussi, je parlais des canoës, j'ai aussi un monoplace. Bon là c'est un kayak, on a voilà, les fesses dans l'eau, il est assez crade d'ailleurs, il est entreposé ici. Alors c'est pas celui dont je me sers le plus, mais voilà, c'est un moyen encore plus rapide de se déplacer parce qu'avec ça on fait des sacrées pointes. Et testé, approuvé, j'ai déjà fait des randos avec au moins 50 kg de matériel dedans en emport. Donc pareil, un petit moyen furtif pour se déplacer seul dans les rivières qui entourent la maison. Et comme je disais, il y a des centaines et des centaines de kilomètres. Donc c'est plutôt indispensable, ça. Alors en ce qui concerne l'eau, j'ai bien un filtre à eau chez moi, mais c'est un filtre pour la randonnée, un Aquamira Frontier Pro, un filtre paille qui ne peut pas servir pour la survie familiale. Donc je compte m'acheter un filtre à gravité. Alors je pensais au début à un Berkey, hein, comme tout le monde l'indique. J'ai vu dans la vidéo du survivaliste français qui était doté d'un British Bakerfield Doulton. Et c'est vrai que je me suis penché sur le sujet. Il est 100 € moins cher dans la version Travel 6,5 litres par rapport au Berkey, donc ce qui est plutôt pas mal. Après le reste, enfin le problème reste les filtres en question qui ont une capacité moindre. On est sur des filtres qui peuvent filtrer 1500 litres contre 22 700 litres avec les Berkey. Bon, mais ils sont moins chers. Donc pour moi, je pense que je vais me tourner vers un British Bakerfield quand même, parce que moi mon but c'est pas de vivre en autonomie avec ces filtres là, hein, mais plutôt de pallier à certaines situations. Donc je vais me doter de plusieurs filtres British Bakerfield. Autre problème, c'est la vitesse de filtration. La vitesse de filtration est de 1,7 litres à l'heure. Les Berkey sont plus rapides. Mais bon, moi, j'ai pas besoin de nourrir un village, d'hydrater un village ou un régiment. Donc bon, bah, ça va aller tout de même. Alors moi, ça sera essentiel parce que j'ai des rivières chez moi. Donc s'il y a plus l'accès à l'eau, une coupure momentanée ou autre, ce sera quand même une évidence d'avoir un filtre à gravité. Je possède une rivière même, hein, c'est une rivière privée. Donc elle n'est jamais à sec. J'ai regardé un petit peu l'histoire ancienne. Selon les anciens, même en 76, pendant la canicule, il n'y avait pas de problème là-dessus. Il y avait toujours de l'eau. Donc moi c'est vrai que je ne l'ai jamais connu asséché. Il y a toujours au moins 2 mètres de fond. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vais pouvoir traiter justement tout ce qui est avec le British Bakerfield, tout ce qui est bactéries, virus, métaux lourds, herbicides, pesticides, etc. Alors par contre, par rapport au Doulton, moi je vais me tourner plutôt vers la solution ABS. Le Doulton est à 270 € et quelques, hein, si je ne me trompe pas. Il existe des filtres moins esthétiques, mais bon, moi je me fiche pas mal du côté esthétique. Le filtre ABS ressemble à 2 cuves superposées de 16 litres. Donc c'est un peu plus conséquent, mais on est sur un filtre à 150 €. Donc je vais mettre la photo qui va apparaître là sur la vidéo. Mais bon, si vous avez ce type de filtre, n'hésitez pas à me refaire un retour sur commentaire. Alors dans l'attente, je suis sur cette caisse parce que bon,
à défaut de filtre, j'ai voilà, quelques stocks pour pouvoir faire pour pouvoir traiter l'eau de manière expéditive. Donc là je suis sur un bidon de Javel. Bon, je vais pas parler un petit peu je vais pas parler ici des dosages, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo, mais la Javel permet avec un dosage très précis, hein, justement de traiter l'eau chimiquement. J'ai bien sûr des réchauds à gaz pour pouvoir traiter l'eau thermiquement. Et puis j'ai de quoi faire un filtre expéditif. Donc ça ne sera pas un filtre pour tous les jours. Ce sera pas voilà, je vais le tester. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. Bien sûr, c'est juste en cas d'urgence. C'est pas, j'ai pas fait d'analyse d'eau. Je me suis juste fié à ce que j'ai pu lire et au retour d'expérience un peu sur Internet. Il n'y a rien de scientifiquement prouvé. Donc n'allez pas dire ouais, j'ai fait ça parce que sur la chaîne, on m'a dit la chaîne Débrouille et Survie, on m'a dit de faire ça. Là, c'est vraiment en cas de pépin, j'ai de quoi faire un filtre expéditif. Alors, avec un entonnoir dans lequel forcément je vais mettre un filtre à café pour retenir les plus grosses particules d'eau de rivière. Et puis pour avoir un filtre efficace, j'ai du sable fin d'aquarium. Hop. Et j'ai aussi de quoi traiter, supprimer tout ce qui est herbicides, pesticides, virus, bactéries et également métaux lourds, en théorie, grâce à des filtres aussi d'aquarium à charbon actif. Du charbon actif en sachet aussi, donc là que je vais pouvoir voilà, mettre dans un filtre. Je pense que je vais faire mes propres cartouches avec pourquoi pas une bouteille d'eau, voilà, où je vais entasser tous ces ingrédients, hein, sable, charbon actif, et puis aussi qui rentre en ligne de compte, hein, l'argile verte. Donc là j'ai de l'argile verte qui va permettre également de supprimer encore un ingrédient, encore un matériau, hein, qui va pouvoir filtrer l'eau et supprimer pas mal de petites saloperies. Donc voilà, donc là c'est vraiment de quoi faire un filtre expéditif. Et puis là voilà, j'ai une boîte à biscuits avec dedans un kit de pompe. Donc ça sera une pompe pour pouvoir tirer de l'eau de la rivière ou de flaques, etc. Donc ça c'est une pompe à main. Voilà, en principe, en théorie, en pré-filtrant une eau et en le faisant passer dans un filtre qui combine charbon actif, argile verte et sable, ça permet de traiter l'eau de la meilleure manière possible. Voilà, non scientifiquement prouvé, je le rappelle. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie voilà, de mettre un like si ça vous a plu, de commenter, de donner justement en commentaire vos retours d'expérience en la matière, de dire où vous en êtes vous dans vos préparations à l'aube de la crise annoncée. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On est quasiment 850. Je vous remercie énormément et à la prochaine.